Chers étudiants, nous allons voir maintenant la prise en charge thérapeutique de la BPCO. Comme dans l'asthme, il faut opposer le traitement des exacerbations au traitement de fond de la maladie. Nous allons commencer par la conduite à tenir devant une exacerbation de BPCO et nous avons vu que le diagnostic de l'exacerbation et l'évaluation de sa sévérité va se faire dans deux circonstances. Le cas d'une BPCO connue et confirmée, qui ne pose pas de problème, et le cas où l'exacerbation est révélatrice de la BPCO, et dans ce cas, on est obligé de réunir les arguments de forte probabilité de BPCO selon les données cliniques et éventuellement radiologiques, et d'approcher le diagnostic de sévérité de la maladie chronique. Les objectifs de la prise en charge de l'exacerbation de la bronchopneumopathie chronique obstructive sont, à court terme, le retour à l'état de base concernant les symptômes habituels du patient et concernant la fonction respiratoire habituelle du patient. À moyen et long terme, c'est réduire la morbidité, l'hospitalisation et la mortalité, et réduire le risque d'échec et de récidive en étendant l'intervalle libre entre les exacerbations. Lorsqu'on reçoit un malade chez qui on a posé le diagnostic d'exacerbation de BPCO, la première décision auquel on doit penser, c'est est-ce qu'il faut hospitaliser le patient ou le prendre en charge en ambulatoire. Et si on décide d'hospitaliser, est-ce qu'il faut l'hospitaliser dans un service froid, un service de médecine, ou bien dans une unité de soins intensifs? Quelles sont les indications d'hospitalisation en service froid de médecine? Donc il faut l'hospitaliser si on a un des critères suivants: un âge supérieur à 70 ans, une BPCO groupe C ou groupe D, l'existence d'exacerbations fréquentes, la présence de comorbidités cardiaques, essentiellement insuffisance cardiaque et l'arythmie, la difficulté de prise en charge à domicile, la modification importante des symptômes habituels de la BPCO, ou l'absence de réponse à un traitement initial qui était déjà amorcé en ambulatoire. Le patient sera d'emblée pris en charge en unité de soins intensifs s'il présente des signes de gravité immédiate de l'exacerbation de BPCO et qui sont tout d'abord une dyspnée de repos qui n'a pas répondu au traitement lorsqu'on a admis le patient aux urgences, l'existence de troubles de conscience, l'existence à la gazométrie d'une hypoxémie ou d'une acidose persistante malgré l'oxygène, l'épuisement respiratoire qui va nécessiter une ventilation mécanique ou l'existence d'une instabilité hémodynamique. Qu'il s'agisse d'une prise en charge en ambulatoire ou en hospitalier, le traitement va viser les deux composantes importantes, l'obstruction bronchique et l'hypoxémie et l'hypercapnie. Contre l'obstruction bronchique, on va utiliser l'association bêta-2 agoniste courte durée d'action, salbutamol, terbutaline, et les anticholinergiques courte durée d'action, le bromure dipratropium. En ambulatoire, en absence d'association commercialisée au Maroc, on va se contenter du salbutamol sous forme de spray ou parfois en utilisant une chambre d'inhalation, 4 à 10 bouffées toutes les 20 minutes la première heure, puis toutes les 4 heures. On va garder ce rythme pendant 6 jours par exemple, jusqu'à retour à l'état de base. En hospitalier, après la mise en condition, on doit utiliser la nébulisation de l'association bêta-2 agoniste et anticholinergique courte durée d'action. Et dans ce cas-là, on va utiliser un masque qui va être adapté à un nébuliseur pneumatique qui va utiliser l'air ou un nébuliseur ultrasonique. Dans le nébuliseur pneumatique, il faut éviter la nébulisation à oxygène qui va nécessiter de forts débits d'oxygène. Vous avez dans cette diapo les différentes sources de nébulisation pneumatique utilisables. Et lorsqu'on dit pneumatique, ça veut dire qu'on va utiliser comme gaz propulseur un gaz sous pression. Vous avez en haut un nébuliseur portable qui peut être utilisé en cabinet de ville ou même chez certains patients à la maison. Et ces nébuliseurs portables peuvent être branchés à l'électricité, au courant électrique, et il va utiliser l'air pour véhiculer le produit au masque du patient. Deuxième source de nébulisation, l'air mural en hospitalier. Troisième source, c'est la bouteille à oxygène. Quatrième source,
quatrième source, c'est l'oxygène mural. Donc ce qu'on va utiliser dans la BPCO, c'est uniquement la source de nébulisation qui va utiliser de l'air, soit le nébuliseur portable à air, soit l'air mural. Il est interdit d'utiliser de l'oxygène, soit en bouteille ou en oxygène mural, à cause du risque de délivrer de forts débits d'oxygène. Deuxième type de nébuliseurs, ce qu'on appelle les nébuliseurs ultrasoniques, mais qui sont très rarement utilisés. Ils ont plus une utilisation en ORL et qui permettent de délivrer le nuage du produit à distance du patient. Une séance de nébulisation dure environ 15 minutes et on va donner une nébulisation toutes les 20 minutes la première heure, puis toutes les 4 heures. Chaque nébulisation va délivrer un cc de salbutamol plus du bromure d'ipratropium latrovan 0,25 à 0,5 mg qu'on va ajouter à 4 cc de sérum physiologique. Si la nébulisation n'est pas disponible, on peut utiliser la chambre d'inhalation en sachant que 10 bouffées par chambre d'inhalation sont l'équivalent d'une seule séance de nébulisation. On peut aussi utiliser la voie sous-cutanée salbutamol 0,01 mg par kg toutes les 20 minutes, en sachant qu'il y a plus d'effets secondaires avec cette voie-là. Après les bronchodilatateurs, en hospitalier, on va utiliser les corticoïdes systémiques associés aux séances de nébulisation, généralement par voie orale, parfois par voie injectable si le malade n'arrive pas à prendre le produit par cette voie. Par exemple, on va utiliser la prénisolone, 40 à 60 mg par jour. Cette corticothérapie va être donnée pendant 5 à 10 jours et 6 signes de gravité. La kinésithérapie respiratoire devrait être systématique pour favoriser le désencombrement bronchique qui peut parfois être la seule cause d'exacerbation. La deuxième composante qu'on va viser au cours du traitement de l'exacerbation, c'est l'hypoxémie et l'hypercapnie. Il est important d'avoir une évaluation objective de ces deux composantes avant d'administrer l'oxygène chez ces patients-là. Il ne faut pas se baser sur les simples données cliniques pour indiquer ou suivre l'effet de l'oxygénothérapie. Une mesure des gaz du sang est nécessaire si la SpO2 est inférieure à 90%. Dans ces conditions-là, on va indiquer une oxygénothérapie à faible débit à raison de 1,5 à 2 litres par minute en visant une saturation à 90-92%. Il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces débits soient respectés et particulièrement en milieu hospitalier. En effet, tout dépassement de ces chiffres de débit risque d'être très néfaste pour le patient en transformant un patient hypoxémique non hypercapnique ou faiblement hypercapnique en un patient très hypercapnique ou un patient qui tolérait correctement son hypercapnie chronique en un patient qui ne tolère plus son hypercapnie parce que les chiffres sont devenus très élevés. Toute hypercapnie qui s'aggrave sous oxygène nécessite un transfert immédiat en unité de soins intensifs pour associer à l'oxygénothérapie une ventilation non invasive. En parallèle de la prise en charge de l'exacerbation, on va chercher les facteurs déclenchants qu'on a vus dans le cours du diagnostic, et ces facteurs déclenchants, il est important de les prendre en charge en même temps que la prise en charge de l'exacerbation. Les principaux facteurs déclenchants, on les a vus, sont essentiellement la surinfection sous forme de bronchite ou de pneumonie, sont essentiellement la surinfection bronchique ou sous forme de pneumonie qui constitue 50% des causes d'exacerbation. Les 50% restants sont faits essentiellement du pneumothorax, de l'embolie pulmonaire, du cardiopathie, du cancer bronchogénique et des erreurs thérapeutiques. On va s'intéresser surtout à la prise en charge de la surinfection bactérienne que tout médecin généraliste peut prendre en charge en cas de facteurs déclenchants d'exacerbation. On retient la surinfection d'origine bactérienne et on va traiter le malade comme infection si on a les 3 critères d'Antonisen ou bien on a 2 critères d'Antonisen, mais il faut obligatoirement que l'un de ces critères soit la purulence
ou bien si on a une exacerbation sévère qui va nécessiter une ventilation, même si on n'a pas ces critères. Si on est en milieu hospitalier, on va réaliser en même temps une radiographie thoracique, particulièrement si on a des signes en foyer à l'examen clinique ou si on suspecte une autre cause d'exacerbation telle qu'un pneumothorax. On va aussi faire un bilan à la recherche de signes de gravité biologique. Pour cela, il faut revenir au cours des infections respiratoires aiguës communautaires. Les patients BPCO sont des patients qui sont exposés à une forte consommation d'antibiotiques. Deuxième chose, ils sont exposés à une plus grande fréquence d'hospitalisation. Donc la forte consommation d'antibiotiques va les exposer à une forte probabilité d'avoir des germes résistants et la fréquence des hospitalisations va les exposer à avoir des germes hospitaliers, en particulier le Pseudomonas aeruginosa. Donc il est important pour donner des antibiotiques de savoir est-ce que notre patient a des risques d'avoir soit des germes résistants ou un Pseudomonas aeruginosa dans ses voies aériennes. C'est pour ça qu'on a défini des facteurs qui vont conditionner le choix d'antibiotiques et qui vont indiquer cette prise en charge en fonction de cette probabilité de germes résistants ou de l'existence ou non de Pseudomonas aeruginosa. Donc il y a deux groupes de facteurs. Les facteurs 1, des critères de forte probabilité de germes résistants. On a 4 critères. L'existence d'une comorbidité ou l'existence d'une BPCO sévère ou la présence de plus de 3 exacerbations par an ou bien la consommation d'antibiotiques les 3 derniers mois. Le deuxième groupe de facteurs, les facteurs 2, quand est-ce qu'on va penser à la forte probabilité d'avoir un Pseudomonas aeruginosa comme facteur étiologique de la surinfection, c'est un de ces critères, soit qu'il a été hospitalisé récemment, soit qu'il a des antécédents d'exacerbation grave, soit qu'il a consommé des antibiotiques au moins 4 fois l'année précédente, ou bien qu'on a déjà isolé le Pseudomonas aeruginosa dans l'exacerbation précédente ou en période stable. Pour prévenir ces résistances, on doit respecter certaines règles de prescription des antibiotiques. Tout d'abord, on doit respecter l'indication de l'antibiothérapie. Il n'y a pas d'antibiothérapie systématique. Respecter les critères de choix qu'on vient de citer. Garder une posologie et une durée adéquate, adaptée. Faire ce qu'on appelle une rotation d'antibiotiques en cas d'exacerbation répétée. Vous avez le choix entre plusieurs antibiotiques. Il ne faut jamais garder le même antibiotique pour le même malade. Essayez d'isoler le germe dans les expectorations si le patient est hospitalisé avant de démarrer l'antibiothérapie. De cette manière, l'étude cytobactériologique des expectorations permettra éventuellement d'adapter l'antibiothérapie, notamment en cas de présence de Pseudomonas, et permettra éventuellement de l'adapter lors d'une exacerbation future. Pour la technique de prélèvement, il faut voir le cours d'infection respiratoire aiguë basse communautaire. Dans ce tableau, vous avez les indications d'antibiotiques en fonction des facteurs de probabilité de germe. Dans la première ligne, lorsqu'on n'a aucun facteur ni de type 1 ni de type 2, on a le choix entre 3 antibiotiques en première intention par voie orale, l'amoxicilline, la tétracycline ou le trimethoprim sulfaméthoxazole. S'il y a un échec de cette antibiothérapie au plan infectieux, on va donner de l'amoxicilline acide clavinalique ou un macrolide de 3e génération ou une céphalosporine de 2e ou 3e génération ou un kétolide tel que la thiélitromycine. Dans ce cas où il n'y a pas de facteur ni 1 ni 2, on a plus de choix d'antibiotiques et on a plus de facilité pour faire une rotation d'antibiotiques. Deuxième groupe, c'est le facteur 1. Un patient qui a au moins un facteur 1, donc de germes résistants, en première intention, on va donner de l'amoxicilline acide clavinalique, 1 gramme x 3 par jour. S'il n'y a pas de réponse à cette antibiothérapie, on va passer à une fluoroquinolone antipneumococcique
Exemple, la lévofloxacine, 500 mg par jour. Pour les gens qui ont au moins un facteur de risque de Pseudomonas aeruginosa, là, on est obligé d'utiliser une seule classe d'antibiotiques, qui est la classe des fluoroquinolones, soit la ciprofloxacine ou la lévofloxacine, mais à forte dose, 750 mg par jour et pas 500 mg par jour comme d'habitude. Quels sont les critères qui vont nous guider pour changer l'antibiotique de première intention et passer aux antibiotiques de deuxième intention? Donc ce sont des données d'évaluation, tout d'abord cliniques, on va se baser sur la température et les expectorations, et des données éventuellement radiologiques et biologiques si le patient est hospitalisé. En cas d'échec, il est recommandé donc de changer l'antibiotique en fonction de chaque groupe de probabilité, et avant de changer, essayer de réaliser une étude cytobactériologique des expectorations et de faire une radiographie thoracique. La durée de l'antibiothérapie est généralement de 5 jours en ambulatoire et elle va varier en fonction des antibiotiques et de la gravité du tableau de 7 à 10 jours en milieu hospitalier. Pour les autres causes non infectieuses, certaines relèvent d'un diagnostic et d'un traitement spécifique parfois urgent. C'est le cas par exemple de l'embolie pulmonaire, de l'insuffisance cardiaque gauche, des troubles de rythme, du pneumothorax. Et si on a doute, on doit faire une radiographie thoracique. D'autres causes dont le traitement va être différé. Et dans tous les cas, pour toutes ces causes, une prise en charge spécialisée est généralement nécessaire. Vous avez dans cette diapo le reste des autres causes d'exacerbation, dont certaines ne peuvent pas être prises en charge dans l'immédiat. Donc vous avez par exemple le tabac, les conditions climatiques, l'exposition allergénique, l'épaississement des sécrétions, les irritants bronchiques, le reflux gastro-œsophagien, les troubles respiratoires du sommeil, l'existence d'un cancer. En milieu hospitalier, une réévaluation précoce de l'exacerbation doit se faire durant les 3 heures pour prendre des décisions quant à continuer de prendre en charge le malade dans un service froid ou le transférer en unité de soins intensifs. Et donc, on doit évaluer les signes cliniques de gravité clinique, contrôler la saturation et ou la gazométrie artérielle et chercher chaque fois les critères d'indication d'hospitalisation en unité de soins intensifs. Si le malade s'aggrave mais on n'a pas de critères d'indication en unité de soins intensifs, on va rechercher est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs déclenchants qu'on a omis, ajouter éventuellement la corticothérapie si on ne l'a pas donné au début, donc la prédnisolone 30 à 40 mg par jour, et discuter de faire ou non ou de refaire la radiographie thoracique. S'il y a une tendance à l'amélioration, on doit évaluer est-ce qu'on a toutes les conditions pour faire sortir le malade de l'hôpital et pouvoir le suivre. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un retour à l'état de base, aussi bien au niveau clinique qu'au niveau de la saturation artérielle en oxygène, avec une réévaluation qu'on doit prévoir après 1 mois et 6 mois de stabilité de cet état-là. Deuxième condition, arrêter la nébulisation et passer à la voie inhalée avant de faire sortir le patient et démarrer le traitement de fond médicamenteux et s'assurer d'une bonne éducation thérapeutique. Troisième condition, essayer de confirmer le diagnostic de BPCO si le patient n'avait pas de diagnostic confirmé, à condition bien sûr que le malade arrive à coopérer, sinon il est préférable de retarder la spirométrie pour la faire dans un état plus stable. Quatrième élément, notre traitement doit être rédigé sur une ordonnance qui doit contenir aussi bien le traitement de fond que le traitement de l'exacerbation. Cinquièmement, commencer au cours de l'hospitalisation le bilan des comorbidités et des complications chroniques. L'objectif du traitement de fond de la BPCO est totalement différent de celui de l'asthme, où on vise le contrôle total de la maladie. Dans la BPCO, l'objectif n'est pas le contrôle total de la maladie, mais uniquement la réduction des symptômes, la réduction de la fréquence des exacerbations et retarder au maximum la détérioration de la BPCO.
Il faut savoir quand passer la main au spécialiste pour prendre en charge le BPCO, en particulier lorsqu'il y a des complications chroniques, telles que l'insuffisance respiratoire chronique et le cœur pulmonaire chronique, lorsqu'il s'agit d'une BPCO groupe C et D, et lorsqu'il y a une détérioration malgré le traitement adapté. Le traitement de fond va comprendre 6 grands volets. Tout d'abord, la stratégie de prévention, le traitement de fond médicamenteux, la prise en charge des comorbidités, le traitement des complications, l'éducation thérapeutique et l'évaluation et le suivi. Le premier volet est celui de la stratégie de prévention avec comme élément de prévention principal le sevrage tabagique. En effet, l'arrêt du tabac est le moyen le plus efficace et le moins coûteux pour réduire le risque de développer une BPCO et d'arrêter sa progression. Le sevrage tabagique peut se faire par un conseil minimal qui peut être fait par tout médecin et pour tout tabagique jusqu'à la consultation d'aide au sevrage tabagique qui va être réalisée par un spécialiste ou quelqu'un qui est formé en tabacologie. Le conseil minimal consiste en une intervention brève qui ne devrait pas prendre plus que 5 minutes. Elle va se dérouler en 5 étapes très brèves. Il va se dérouler en 5 étapes très brèves d'après la règle des 5A. Les 5A du conseil minimal du sevrage tabagique que tout médecin peut utiliser pour le sevrage chez tout tabagique sont les suivantes. Ce sont des mots en anglais. Tout d'abord, ask. Et donc, il s'agit d'identifier systématiquement le tabagisme en questionnant systématiquement chez nos malades. Fumez-vous? Deuxième A, advise. C'est conseiller l'arrêt. Et donc, par exemple, on va lui dire arrêtez de fumer est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour votre santé. Le troisième A, assess, c'est évaluer la motivation. Sur une échelle de 1 à 10, estimez votre motivation réelle pour arrêter de fumer. Le quatrième A, assist. Donc on va essayer de soutenir la volonté d'arrêter ou proposer une aide concrète. Le dernier A, le cinquième, arrange follow-up, c'est-à-dire prévoir un suivi de soutien ou éventuellement conseiller un spécialiste pour ce suivi. Ce conseil minimal a démontré son efficacité pour lutter contre le tabagisme dans les différentes études internationales. Deuxième élément du volet de la stratégie de prévention est la protection et la réduction de l'exposition aux polluants. Tout d'abord, la pollution professionnelle, en proposant éventuellement un reclassement professionnel, en changeant de poste éventuellement. La pollution domestique, en prenant certaines mesures comme la protection contre la fumée de four, et la pollution atmosphérique qui demande plus de moyens puisqu'il s'agit d'une réduction et de mesures collectives. Autre élément dans cette stratégie de prévention, la prévention des infections, qui comprend la vaccination antigrippale une fois par an, la vaccination antipneumococcique, par exemple le vaccin Pneumovax une fois par 5 ans, ou bien il existe un autre vaccin récent qui permet une protection plus longue. L'éradication des foyers ORL et stomatologiques, il n'y a pas d'antibiothérapie prophylactique comme élément de prévention pour l'infection. Dernier élément de la stratégie de prévention qu'on va établir avec notre patient, c'est conseiller les interdits thérapeutiques en raison du risque de décompensation respiratoire aiguë, essentiellement les sédatifs, les neuroleptiques, tranquillisants, les diurétiques alcalinisants, les antitussifs, il faut respecter la toux productive, les fluidifiants bronchiques chez un malade fatigué, incapable de tousser et de cracher, et les bêta-bloquants, que ce soit systémiques ou en collyre, qui sont susceptibles d'entraîner un bronchospasme. Deuxième volet du traitement de fond après la stratégie de prévention est le traitement de fond médicamenteux. Quels sont les moyens qu'on va utiliser dans ce traitement de fond médicamenteux? Essentiellement les bronchodilatateurs à longue durée d'action. On a deux classes, les bêta-mimétiques à longue durée d'action,
deux molécules essentiellement, le formoterol ou le salmétérol, dont la durée d'action est de 12 heures. On a plusieurs présentations. Exemple, le formoterol SMB en gélule à poudre sèche à inhaler. La posologie est obligatoirement une bouffée x 2 par jour. Deuxième classe de bronchodilatateurs à longue durée d'action, les anticholinergiques à longue durée d'action, en particulier le tiotropium, dont la durée d'action est de 24 heures, et il existe sous forme de gélules à poudre sèche, et on va donner une gélule par jour à inhaler. Il est utilisable uniquement pour les BPCO, il n'y a pas d'indication dans l'AS. Il existe d'autres anticholinergiques à longue durée d'action qui ne sont pas commercialisés au Maroc ou en cours de commercialisation. Après les bronchodilatateurs à longue durée d'action isolés, on a l'association corticoïde inhalé bronchodilatateur à longue durée d'action. On ne peut jamais utiliser les corticoïdes inhalés seuls en cas de BPCO, à l'opposé de la maladie asthmatique. Et donc, on va utiliser ces associations seules ou éventuellement on peut les associer avec les anticholinergiques à longue durée d'action. La posologie dépend essentiellement de la dose des corticoïdes inhalés qui doivent être utilisés ici à forte dose par opposition à l'asthme où on peut utiliser plusieurs paliers de corticothérapie inhalée. Ici, dans ce tableau, vous avez les doses de corticoïdes inhalés lorsqu'ils sont associés aux bronchodilatateurs à longue durée d'action en cas de BPCO. Et donc, vous avez, dans tous les cas, 6 à 8 bouffées, aussi bien pour le beclométhasone de 150 que pour le bédazonide de 200 que pour le fluticasone 125. Dans ces associations de corticoïdes inhalés de bronchodilatateurs à longue durée d'action, où l'unité utilisée est le microgramme, on doit tenir compte dans les corticoïdes inhalés du tableau d'équivalence de doses en utilisant les fortes doses. Pour les bronchodilatateurs à longue durée d'action, et là il faut faire attention, il faut toujours respecter 50 microgrammes de salmétérol ou 12 microgrammes de formoterol par jour. Et donc pour le sérétide, par exemple discus, on va utiliser obligatoirement le sérétide discus 500, une bouffée x 2. Pour le Saflux spray ou le sérétide spray, on va utiliser obligatoirement la présentation 250, 2 bouffées x 2. Pour le Symbicort turboalaire, il faut discuter selon les cas. La troisième classe de médicaments, c'est les bêta-2 agonistes de courte durée d'action. Lorsqu'ils sont utilisés à intervalles réguliers, ils représentent un traitement de fond dans la maladie BPCO, que ce soit le salbutamol ou la terbutaline. Les autres médicaments, tels que la thiophiline à libération prolongée, on va la réserver s'il y a impossibilité de prendre le traitement optimal qui contient les bronchodilatateurs à longue durée d'action inhalés. Même si les moyens médicamenteux dans le traitement de fond de l'asthme et de la BPCO sont presque identiques, il existe des différences importantes entre les objectifs dans les deux maladies et dans la manière dont on va conduire le traitement dans ces deux pathologies. En effet, l'objectif thérapeutique dans la BPCO est uniquement de retarder la progression symptomatique, c'est-à-dire plus ou moins améliorer la qualité de vie du patient. Par contre, dans l'asthme, on espère un contrôle total de la maladie et donc avoir un patient qui vit normalement, mais avec un traitement. La corticothérapie inhalée est la base du traitement de fond de la maladie asthmatique, donc il est très efficace. Et donc, jamais on ne va utiliser des bronchodilatateurs à longue durée d'action seuls dans cette pathologie. La corticothérapie inhalée reste peu efficace dans la BPCO, et donc on ne peut l'utiliser que s'il est associé aux bronchodilatateurs à longue durée d'action. Ces bronchodilatateurs à longue durée d'action constituent, à l'opposé de l'asthme, la base du traitement de fond de la BPCO, avec la particularité d'utiliser les anticholinergiques à longue durée d'action quand on ne peut pas utiliser dans la maladie asthmatique. Et donc jamais de corticoïdes inhalés seuls dans la BPCO. Dans l'asthme, on ne pourra jamais utiliser les bronchodilateurs à longue durée d'action seuls.
ils doivent toujours être utilisés en association avec la corticothérapie inhalée. Les indications des médicaments du traitement de fond de la BPCO vont se faire selon le groupe de sévérité de la maladie. Donc, il y a 4 groupes, le groupe A, le groupe B, le groupe C et le groupe D. Donc, le groupe A va donner les bronchodilatateurs à courte durée d'action à la demande ou à intervalles réguliers. Dans le groupe B, on va donner soit un bêta-2 longue durée d'action ou un anticholinergique à longue durée d'action. Dans le groupe C, on ne peut donner qu'un anticholinergique à longue durée d'action. Il n'y a pas de place pour le bêta-2 à longue durée d'action seul. Dans le groupe D, il faut donner obligatoirement une association bêta-2 à longue durée d'action avec les anticholinergiques à longue durée d'action. Il y a petite modification des indications thérapeutiques du traitement initial en fonction du groupe de sévérité dans le cours de cette année. Une évaluation de ce traitement initial doit se faire dans les 3 à 6 mois suivant le début du traitement. Et pour modifier le traitement initial, il faut avoir soit la persistance des symptômes, soit l'apparition d'une nouvelle exacerbation. Ce second traitement va être réévalué après 3 à 6 mois. S'il est à rester stationnaire ou s'aggrave, il faut que le patient soit suivi par un spécialiste. Quelles sont les alternatives thérapeutiques lors de l'évaluation initiale qui va se faire 3 à 6 mois après le début du traitement initial? Donc pour le groupe A, si les bêta-2 mimétiques à courte durée d'action sont inefficaces, on peut essayer de changer la molécule, sinon on va passer à un bêta-2 mimétique à longue durée d'action ou à un anticholinergique à longue durée d'action. Pour le groupe B, au lieu d'utiliser un bêta-2 mimétique à longue durée d'action seul ou un anticholinergique à longue durée d'action seul, on va utiliser l'association des deux. Pour le groupe C, la même chose, au lieu d'utiliser l'anticholinergique à longue durée d'action, on va utiliser l'association bêta-2 longue durée d'action et anticholinergique à longue durée d'action. Sinon, et si c'est impossible d'utiliser cette association, on peut utiliser la corticothérapie inhalée associée à un bêta-2 mimétique à longue durée d'action. Pour le groupe D, on va utiliser l'association des 3 médicaments, les corticoïdes inhalés, les anticholinergiques à longue durée d'action et les bêta-2 mimétiques à longue durée d'action. On a vu le volet de stratégie de prévention, le volet du traitement médicamenteux. Le troisième volet dans le traitement de fond, c'est la prise en charge des comorbidités. Ce sont des comorbidités qu'il faut rechercher systématiquement et suspecter éventuellement à la clinique et adresser aux spécialistes concernés. Donc, c'est essentiellement les problèmes cardiovasculaires, en particulier les cardiopathies gauches, telles que les syndromes coronariens aigus, la recherche d'une ostéoporose, la recherche d'une anxiété et d'une dépression qui peuvent empêcher l'adhésion du patient au traitement, la recherche d'un diabète ou la recherche d'un cancer bronchique primitif. Le quatrième volet est celui du traitement des complications. Et tout d'abord, le traitement de l'insuffisance respiratoire chronique. Et donc, il faut connaître les indications de l'oxygénothérapie au long cours à domicile, qui doit se faire pendant au moins 15 heures par 24 heures à faible débit, 2 litres par minute. Si à l'état stable, on a une PaO2 inférieure à 55 mm de mercure ou une saturation artérielle en oxygène inférieure ou égale à 88%, 2 fois à 3 semaines d'intervalle, ou bien qui est comprise entre 56 et 60 mm de mercure, ou avec une saturation inférieure ou égale à 88%, avec des signes cliniques de cœur pulmonaire chronique, ou une HTAP, ou une hématocrite supérieure à 55%. Et pour cela, on va utiliser généralement un concentrateur d'oxygène. Cette indication doit se faire généralement en concertation avec le spécialiste.
Deuxième type de ventilation, c'est ce qu'on appelle la ventilation non invasive chronique. C'est une ventilation avec masque qui va utiliser deux niveaux de pression et qui va remplacer la mécanique respiratoire défaillante. Ce type de machine ne peut être indiqué que par un spécialiste devant une insuffisance respiratoire chronique hypercapnique chez des patients sélectionnés et ici la BPCO est associée éventuellement à une autre pathologie telle que le syndrome d'apnée du sommeil. Elle peut être associée parfois à l'OLD. La prise en charge généralement est faite par le pneumologue. Vous voyez ici dans la photo une image d'appareil de ventilation non invasive chronique. Le deuxième volet du traitement des complications, c'est la kinésithérapie et la réhabilitation respiratoire. Il s'agit essentiellement de la kinésithérapie de drainage bronchique qui peut permettre le désencombrement bronchique. Donc il faut prendre aux patients les mesures élémentaires de désencombrement, sinon il faut s'aider d'un kinésithérapeute spécialisé. Deuxième chose, la réhabilitation respiratoire, ce sont des programmes de réentraînement à l'exercice qui vont permettre à la personne de s'adapter aux besoins d'efforts quotidiens avec un programme de nutrition adapté. Dans notre contexte et en l'absence de structures adaptées pour la réhabilitation respiratoire, on doit conseiller une activité minimale pour le patient quotidienne. Troisième volet des complications, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque droite qui doit être suivi par un cardiologue et qui va utiliser surtout les diurétiques et ou les digitaliques. Dernier volet pour les complications, c'est la chirurgie. C'est une chirurgie qui est limitée à certaines formes d'emphysème avec de grosses bulles compressives ou à l'occasion éventuellement d'un pneumothorax récidivant. C'est l'affaire des chirurgiens thoraciques. D'autres indications chirurgicales relèvent de centres très spécialisés, en particulier la transplantation cardio-pulmonaire. Le cinquième volet du traitement de fond est l'éducation thérapeutique. Cette éducation va comprendre tout d'abord l'information du malade sur la maladie et les différents volets du traitement de fond. On doit vérifier les techniques d'inhalation dans chaque consultation et l'inciter au sevrage tabagique. On doit l'inciter à un suivi régulier pour éviter les exacerbations et en cas d'exacerbation. On doit l'inciter à la nécessité d'une coordination avec plusieurs spécialités pour le suivi des comorbidités et on doit l'informer sur les interdits thérapeutiques. En dehors de la consultation initiale d'évaluation du traitement de fond médicamenteux où on recommande éventuellement de consulter dans les 3 à 6 mois après le début du traitement, le délai de consultation va varier en fonction de la sévérité de la maladie et des complications. Généralement, la consultation tous les 3 mois, puis tous les 6 mois, et en cas d'exacerbation, et elle va comprendre une évaluation clinique minimale de la BPCO. Avez-vous senti une différence depuis la dernière consultation? Vous recherchez une exacerbation éventuellement. Si vous êtes mieux, est-ce que vous êtes moins dyspnéique? Et donc on va réévaluer l'échelle de dyspnée MMRC. On va évaluer l'activité et la tolérance à l'exercice. On va évaluer le sommeil du patient. On va réévaluer la sévérité de la BPCO en évaluant le nombre d'exacerbations et éventuellement les hospitalisations dans le délai de consultation. En plus de l'évaluation clinique minimale, on va évaluer dans les consultations tous les 3 mois à 6 mois, si l'état du patient reste stable, évaluer l'éducation thérapeutique, en particulièrement l'adhérence au traitement de fond et les techniques d'innovation, réévaluer la maladie au plan fonctionnel tous les 6 mois ou une fois par an par spirométrie, et éventuellement associer une gazométrie si on suspecte une insuffisance respiratoire chronique ou le début de passage en insuffisance respiratoire chronique, évaluer les comorbidités à chaque consultation pour les traiter en coordination avec les spécialistes,
et dépister les complications en fonction de l'orientation clinique et surtout la nécessité ou non de prendre en charge une insuffisance respiratoire chronique ou un cœur pulmonaire chronique. Tous ces éléments de la prise en charge dans le cadre du traitement de fond et le traitement de l'exacerbation ont pour objectif de retarder l'évolution imminente vers un handicap respiratoire majeur avec le décès qui risque de survenir en une dizaine d'années après la première poussée à l'occasion d'une poussée d'insuffisance respiratoire aiguë. En conclusion, la BPCO est une pathologie chronique invalidante volontaire. Le tabagisme en est la cause principale. Le diagnostic est fortement suspecté par les cliniques et confirmé par la spirométrie. La sévérité de la maladie est basée sur l'interrogatoire qui va évaluer le degré de dyspnée et les exacerbations et le VMS comme élément fonctionnel. Le traitement de fond médicamenteux est basé sur les bronchodilateurs à longue durée d'action plus que les corticoïdes inhalés à la différence de la maladie asthmatique. Il doit s'intégrer dans une stratégie de prise en charge dont la stratégie préventive est capitale. Mais le principal traitement est un traitement préventif. Il ne faut pas fumer pour éviter la BPCO. Arrêter de fumer précocement réduit le risque de BPCO. Et arrêter de fumer quand on a la BPCO est obligatoire, même s'il modifie peu le mauvais pronostic de la maladie.